Littérature sans frontières. Lorsque la poésie l'emporte sur l'histoire des hommes et que le poète, plus qu'un historien, ouvre la voie au langage universel, lorsqu'on replonge dans la mémoire littéraire et que ce qui importe, c'est le verbe, sa magie, son poids, on ne peut qu'associer la nature. C'est pour cela, et aussi pour évoquer de grands noms de la poésie algérienne et française, que l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, s'est associée à l'Institut français pour dresser le programme de la matinée poétique Tipaza des poètes. Le 12, soit samedi prochain à 10h, place du Théâtre, au cœur même du site archéologique de Tipaza, des étudiants, des poètes et des comédiens déclameront les rimes de Jean Sénac ainsi que des proses émanant de l'inspiration de chacun. Ce sera aussi l'occasion de présenter au public les éditions Doucet, une jeune maison d'édition créée par le poète Bruno Doucet qui se voue à publier entre autres la poésie de combat. En 4 années, les éditions Doucet ont fait paraître 55 auteurs de divers pays. La matinée poétique du 12 avril se prépare. Un atelier de lecture animé par l'auteur-metteur en scène comédien Jean-Paul Delors a déjà démarré hier à l'Institut français. Jean-Paul Delors dirige aussi la compagnie LZD, les arts dramatiques, et depuis 2002, il conduit le projet Carnet Sud-Nord. Une résidence itinérante de création théâtrale et musicale en Afrique et ailleurs. Votre accès libre ce soir revient sur ce personnage qui porte en lui une palette de cultures européennes, afro-asiatiques, sud-américaines, une voix, un maître. Nous l'avons rencontré après une longue journée de travail, mais avant de l'écouter à mon micro, je vous propose un extrait de l'interview qu'il a livrée au Festival d'Avignon en juillet 2013. Après avoir voyagé dans différents endroits dans le monde, et en particulier en Afrique en dessous de l'équateur, je faisais déjà du théâtre en France, mais je voyageais là-bas et je me disais je peux pas faire des choses ici parce que je comprenais rien comment ça marchait là-bas. J'ai compris que c'était pas très important de comprendre et qu'il valait peut-être mieux essayer de pas comprendre. Comme j'ai l'impression de faire certains spectacles où je demande aussi aux spectateurs de pas forcément chercher à comprendre, je me suis dit mon théâtre il est peut-être aussi là-bas, donc il faut que je me mette au travail. Voilà. C'était au départ à Brazzaville, puis à Kinshasa, puis ensuite Maputo, Johannesburg et au Brésil. Mais en fait, je veux revenir sur cette histoire des Sud-Nord, parce que ce qui était important pour nous, c'était de ramener les choses ici. On a essayé de faire des choses, ce que j'appelle des choses, c'était des spectacles, mais c'était aussi des lectures, c'était des concerts, des performances, des travaux avec des habitants, avec des amateurs. On a essayé de faire ces choses-là aussi bien de ce côté-ci du désert et de la Méditerranée qu'en dessous de l'équateur. Et à chaque fois, c'est aussi le mouvement qui a créé tout notre travail. En fait, Sud-Nord, c'est pas seulement une déclaration d'intention qui viserait à inverser les directions qu'on a intégrées, nous, en Europe, comme ça. Et je pense que le voyageur et l'artiste ont ça d'être en commun. En 96, en mai 96, je crois, il y avait le couvre-feu à Brazzaville. Et Sonny Laboutancy était mort un an avant. Et moi, je connaissais pas très bien les textes de Sonny. J'ai commencé à les lire là-bas. J'ai amené des textes, comme il dit, et en même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je demande aux gens d'amener leurs textes. Et là, il y a un truc incroyable, plein de gens m'amenaient des textes, et ça, j'avais jamais vécu ça, mais leurs textes à eux. Mais dans ma chambre, j'avais même pas le temps de lire le soir. Et je me disais, mais comment je vais faire? J'avais amené tous mes trucs, ça allait de Coltès à Prévert, en passant par, je sais plus qui, Brecht, machin. Et là, il y avait sans arrêt. Alors, il y avait les poètes officiels, où assez vite, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas ça qui nous intéresse le plus. Et puis, il y avait des choses incroyables, des bribes comme ça, de journaux intimes, des trucs comme ça. Et puis, comme c'était le couvre-feu, quand on allait boire des coups, après, il fallait rentrer le soir dans les différents endroits où on habitait. Et on marchait dans la ville silencieuse à cause du couvre-feu. C'était très agréable.
mais il fallait pas parler trop fort. Les Carnets Sud-Nord, c'est un laboratoire itinérant de création de théâtre musical. Laboratoire, ça veut dire que on cherche, des fois on trouve, des fois on trouve pas, des fois on trouve des choses qu'on cherchait absolument pas, des fois on a aussi construit quelque chose et on va jusqu'au bout. Enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Il s'agit de se poser à un endroit et d'essayer de se laisser contaminer, se laisser impressionner au sens photographique du terme par ces rencontres, qui peuvent être des rencontres avec un espace particulier. Évidemment, ce sont aussi des rencontres avec des gens. Alors, on arrive dans ces endroits avec des présupposés, avec des hypothèses, qui peuvent être des mots, ou qui peuvent être l'auteur Nyanguna qui est là et qui va écrire des choses pendant et qui vont être données à des gens. Mais aussi, on travaille des fois dans d'autres langues que nos langues à nous. C'est dans ce bain-là, dans cette marmite de choses finalement fragmentaires, dispersées, de choses aussi, on est obligé de repartir à zéro presque à chaque fois. Quel théâtre je peux inventer qui puisse s'adapter à la situation? Le théâtre, en tant que vieille machine rouillée, devrait être capable, c'est théorique, mais d'inventer une façon de travailler à tout moment avec toute personne, quelle qu'elle soit. J'ai dit, on rencontre des espaces, des acteurs, des musiciens, mais on rencontre aussi des auteurs, y compris on rencontre les auteurs morts. Les musiciens avec qui on travaille, moi j'ai beaucoup appris avec eux, parce que je suis souvent assez jaloux de la liberté qu'ils ont d'improvisation, d'écoute. Comment arriver à transposer ça aussi du côté du théâtre, quelquefois c'est compliqué. C'est-à-dire que si on veut sortir de la logique qui serait, il y a un texte, alors on joue pas trop fort, et puis après il y a un moment de musique pour faire un intermède, c'est déjà pas facile, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Notre théâtre musical, il se situe plutôt à l'endroit de la fusion entre le texte et la musique, entre la musique du mot, la musique de la phrase, et voilà. Ce monde finit bientôt de mourir, et vous n'irez plus ni en Abyssinie, ni en Asie, commercer d'absinthe, d'idées hautes comme des herbes, de belles humeurs, d'enthousiasme pané, de panicules d'armes, scuds artisanaux et mesquins, ambiance frêle, plus jamais. À propos de Jean Sénac, dont la poésie sera déclamée à Tipaza, place du Théâtre le 12 de ce mois, Jean-Paul Delors répond à ma première question. Sénac, la poésie dans tous ses états, la poésie entre deux états. Cet exil, cette situation d'exil dans laquelle il était aussi bien en France qu'en Algérie, il a fait de cette situation, on peut dire, impossible, une situation constamment poétique et littéraire. Peut-être que pour lui, le poète est forcément justement un étranger, un déraciné. Bien que le poète soit universel dans sa nature, il sera toujours déraciné. D'ailleurs, c'est une de ses sources d'inspiration. Oui, complètement, c'est ce qu'il dit là. Il dit mais quoi, il n'est secours qui ne viennent des racines, et les miennes, où sont-elles? Et donc, effectivement, encore une fois, le fait d'être sans racines, ou en tout cas sans racines connues, puisqu'il était un enfant, comment dire, un enfant naturel, le fils de personne, on peut dire, effectivement, devait renforcer encore pour lui ce besoin de pureté, cette exigence de fraternité, de solidarité entre les hommes.
Alors selon vous, Monsieur Jean-Paul Delors, est-ce un discours un peu révolu que de parler de racines d'identité, puisqu'aujourd'hui il y a des ouvertures dans le monde, nous sommes tous homo universalis quelque part. Est-ce que les poètes d'aujourd'hui, selon vous, à votre avis, ont le même sentiment, ont le même déchirement pour se rechercher, se retrouver, se renouveler, se construire, se déconstruire, etc. Je crois que oui. Je crois que c'est effectivement, comme vous le dites, c'est aussi un mouvement inhérent au poète, quel qu'il soit, c'est-à-dire d'être toujours entre peut-être l'attachement à ce qu'il connaît, à ce qui lui est transmis, peut-être à sa culture, à sa tradition, et l'arrachement à celle-ci. Donc du coup, si on peut extrapoler et dire aussi un attachement à son pays, un arrachement à son pays, à sa culture, à soi-même. Voilà, mais cela dit, ce sont les pôles aussi du voyageur, de l'étranger, de l'exilé, qui peut-être ne pensera jamais avec autant de sentiments de tendresse ou d'appartenance à son pays, justement parce qu'il n'y est plus, ou parce qu'il le regarde de loin, de l'autre rive. C'est la quête qui donne naissance aussi au génie, quelque part. Bon, je crois que oui, chez certains, oui, parce que s'il suffisait de s'exiler pour devenir un grand poète, ça se saurait. Non, mais c'est vrai, c'est une chose. D'ailleurs, je crois pas que Sénac était dans. Moi, je connais pas très très bien l'œuvre de Sénac. Je la découvre avec beaucoup de plaisir à l'occasion de ce travail, là, de cette invitation à travailler avec tous ces jeunes étudiants. Mais je crois pas qu'il était dans une sorte de culte morbide de l'exil. Il était plutôt dans une il me semble, enfin moi c'est ce que je ressens à travers cette immersion dans son œuvre. J'ai l'impression qu'il était plutôt dans une sorte d'incitation, d'appel à la vie, à la révolte, voilà, avec le risque d'y laisser sa peau, avec le risque de la mort qu'il prévoyait d'ailleurs. Alors nous allons passer à cet atelier de lecture, la sélection de ces jeunes étudiants, plusieurs voix, on a l'impression que c'est une partition d'ailleurs. En 10 minutes, j'ai dû constater une évolution dans la maîtrise du ton, du débit aussi. Un atelier de lecture, ça vous prendrait au-delà de 3 jours, ou 3 jours suffiraient pour aboutir à quelque chose de consistant? Bon vous savez, c'est infini, on peut rester une vie entière sur un même poème à partir du moment où on l'aime. Non, là, ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi avec ces contraintes qui sont données par le cadre qui nous est posé. On a 3 jours pour découvrir ensemble quelques-uns des poèmes de Sénac. Et puis ensuite, on a un autre challenge qui consiste à les restituer à chaque fois dans des contextes très différents. Des contextes différents parce que quelquefois c'est dans des lieux assez intimistes avec une trentaine ou une quarantaine d'auditeurs potentiels, puis aussi ou dans l'amphithéâtre à l'université de Blida où là il risque d'y avoir beaucoup plus de monde et donc voilà, et puis aussi à Tipaza où là on passe à l'extérieur et puis je l'espère normalement ça devrait faire aussi l'objet d'une petite création radiophonique, donc là ça sera encore autre chose. Bon, le jeu consiste plutôt dans ces cas-là essayer encore une fois de voir comment à partir de nos élans et nos limites à chacun d'entre nous en tant que lecteur, comment on peut faire entendre cette œuvre si belle et si complexe en même temps. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'à Tipaza on parle de Camus aussi, parce que Tipaza c'est Camus? Bien sûr. Oui, c'est intéressant d'aller faire résonner ces mots de Sénac à l'endroit où l'auteur de L'étranger a laissé aussi tellement de lui. Et d'ailleurs, ce lieu lui a bien rendu parce que lui, il en parle et il en parle très bien, évidemment, de Tipaza. Non, je pense que oui, c'est une charge symbolique très forte. Mais je ne sais pas exactement aujourd'hui comment on va se retrouver dans une situation un peu particulière parce qu'on va faire entendre ces mots dans un contexte où il n'y a pas de porte. Les gens passent, des touristes passent, donc peut-être ils s'arrêteront 1, 2, 3, 5 minutes pour entendre un peu plus. Voilà, nous ne serons pas les seuls lecteurs. Il ne s'agira pas non plus que des œuvres de Sénac. Il y a d'autres poètes parmi les poètes
poètes invités dans le cadre du Printemps des poètes, là, par l'Institut français, qui liront aussi certaines de leurs œuvres. Donc c'est un rendez-vous un peu comme ça, un peu, on va dire, surréaliste finalement. Je voudrais revenir à vous, Monsieur Jean-Paul Delors. Vous êtes un homme de théâtre. Oui. Vous écrivez? Oui, enfin j'écris, mais je n'ai pas d'ambition, l'ambition d'être un poète ou un auteur comme ces merveilleux poètes que je découvre. D'ailleurs, c'est pas la première fois, ça fait la deuxième fois que je viens ici, et à chaque fois c'est l'occasion de travailler sur les œuvres de gens, de personnes qui, je trouve, qui sont très inspirante, voilà. Non, je suis metteur en scène de théâtre, je suis acteur aussi, et il m'arrive parfois d'écrire, mais moi j'écris plutôt assez proche du plateau, c'est-à-dire j'écris à partir de choses qu'on répète, qu'on improvise avec des acteurs, et quelquefois je réécris, je suis un copiste, on va dire. Vous adaptez quelquefois? Oui, on peut dire ça. Mais effectivement, j'écris sous l'influence des artistes, des acteurs, des musiciens avec lesquels je travaille. Monsieur Delors, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et puis, j'espère vous revoir le 12 à Tipaza. Merci. Moi aussi, j'espère que nous y serons.
crave, jeunes gens, mais une place parmi vous. Croire qu'un matin peut encore paraître Car c'est cela, Alexis. Moi, je trouve ça peut être mieux. Parce que tu te débarrasses un peu du truc. Hein. Tu sais, ce qu'il faut que tu te dises, elle dit pas d'autographe, jeunes gens, mais une place parmi vous. Et toi, tu continues sa pensée et tu dis, pour croire qu'un matin peut encore paraître plus ferme que l'exil. Faut pas que tu ailles trop. Oblige-toi à freiner, à dire chaque mot tranquillement. Et du coup, on comprendra mieux ce que tu dis. On reprend. J'interroge. D'ailleurs, toi, Kenza, c'est difficile parce que tu n'as qu'un mot, mais ne joue pas le point. J'interroge. Tu sais pas ce qui va se passer derrière. Enfin, nous, on ne sait pas. J'interroge. Je me lève sur mon banc. Même dans ton mot. Toi, tu dis j'interroge, hop, tu te débarrasses du mot. Non. J'interroge, je me lève sur mon banc et j'appelle. Prenez votre temps. Il y a du temps là, ok? Allons-y. J'interroge, je me lève sur mon banc et j'appelle. C'est pas fini. Non. Et j'appelle, c'est pas fini, tu vois. On a envie de savoir ce qui va se passer après, quoi. Recommencez encore. Obligez-vous à être très très lent dans ce début. J'interroge, je me lève sur mon banc et j'appelle. pas d'autographe, jeunes gens, mais une place parmi vous. Pour croire qu'un matin peut encore paraître plus ferme que l'exil. Car c'est cela, Alexis. Sans fin, Dieu refusé. Peut-on vivre sans la patrie? Sans sa patrie le plus intacte. Le corps est déchiqueté, délavé. Vieux bloudi nos accros. Qu'on lui ait refusé sa terre. Celle à lui. Ça va encore trop vite. Et ça va pas trop vite entre vous, mais à l'intérieur de chaque chose que vous dites. Là, on commence à comprendre. C'est beaucoup mieux. Mais là, le corps est déchiqueté, délavé. Là, ça se passe bien. Vieux bloudi aux accros, ça se passe bien. Quand lui est refusé sa terre, celle à lui. Ça pourrait être mieux que ça. Alors, recommençons. Le corps est déchiqueté. C'est toi qui dis ça. Le corps est déchiqueté, délavé. Vieux bloudi nos accros. Qu'on lui ait refusé sa terre. Celle à lui. Même terre de ronces, rocailles et rangement. Du son, les siennes. La terre qui est la forme immobile du peuple, sa densité la plus secrète. Architecture et panoplie. Je me détruis comme celui qui aime sans réponse. La mer n'est plus qu'un froid tréard où se cognent mes jours. J'étais nue dans le verre. Je suis une corbeille de loques qui roule vers l'abîme. Et tant mieux si cette terre n'est pas à moi. Ok, comme celui qui aime sans réponse. Celui qui aime sans réponse, si tu veux, il est malheureux, quoi.